Alors bonjour. Premièrement, j'aimerais ça vous dire que lundi dernier, suite à la défaite du Canadien de Montréal, j'ai pris un engagement de, si le Canadien remportait les deux prochaines parties, donc la partie 6 et la partie 7, de porter mon chandail du Canadien aujourd'hui lors de la présentation. Et comme vous le savez, le Canadien a remporté la partie 6 et la partie 7 contre Boston. Donc, on se retrouve avec la seule équipe canadienne en finale de l'Est. Il n'y a pas d'autre équipe en ce moment au Canada qui joue. De toutes les séries, c'est la seule équipe. Exactement. Donc, vous allez me permettre de me changer, puis je vais mettre mon chandail du Canadien en signe de support pour le Canadien de Montréal. Un vieux chandail, c'est un chandail de Sakou Koivu que j'ai eu en cadeau parce que Sakou Koivu a eu le même cancer que moi. Alors voilà. Bon. C'est fait. Engagement d'abord. C'est la première fois que je fais une présentation avec un chandail de hockey. Ça, c'est coloré. Surtout que c'est un vrai chandail, tu sais, il est chaud, là, il est très épais. J'espère que si j'ai trop chaud, je vais changer de tenue. Alors, commençons. Bienvenue tout le monde. Bienvenue au sommet le 8e sommet de Québec de la Chambre de commerce. Je m'appelle Marie-Ève Baron, puis aujourd'hui, on va parler des enjeux LGBT en milieu de travail, un défi de la diversité et de l'inclusion. Bon, j'ai pris l'habitude, en commençant mes présentations maintenant du sujet LGBT, je dirais, de poser la question, parce que ça m'est déjà arrivé une fois de poser la question, j'étais la 3e présentatrice dans une présentation, et j'ai posé la question, est-ce qu'il y en a dans la salle qui ne savent pas ce que ça veut dire LGBT? Et j'ai eu à peu près le quart des mains levées dans la salle. Donc, j'ai pris l'habitude de reposer la question pour être certaine que tout le monde sache de quoi on parle. Donc, LGBT, ça représente la diversité sexuelle, comme Marc-Antoine nous l'a bien présenté tout à l'heure. Ça représente les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Les trois premières représentent l'orientation sexuelle et la dernière représente l'identité de genre. Okay? Donc, ça, je pense que déjà, vous êtes pas mal sensibilisés à ça. Je prends toujours la peine de le faire à 100% pour être certaine que tout le monde, on sache de quoi on parle. Donc, évidemment, un peu plus tard dans la présentation, je vais vous présenter le plan de la présentation d'aujourd'hui. Je vais vous parler des enjeux trans, parce que je les connais bien. Puis, j'aimerais aussi parler d'un autre mot, en fait, que j'ai mis à l'écran, le mot diversité. La diversité, au sens, je dirais, scientifique du terme, souvent, on va parler de biodiversité. Hein? On parle dans le fond, ça mesure le degré de variation dans une population. On fait ça bien scientifique, là. Mais au niveau des sciences humaines, c'est beaucoup plus soft que ça. On ne va pas prendre une population et dire le degré de variation. Okay? Donc, on n'est pas là à mesurer les choses, mais on est plus là en train de ressentir comment il y a une variation et comment on est différent les uns des autres ensemble. Okay? Donc, ce n'est pas tout à fait le même sens. Mais au niveau, pour aujourd'hui, on va évidemment parler de la diversité dans le milieu LGBT, mais on va en parler aussi au niveau multiculturel. Okay? Ça va un petit peu plus loin que ça. Donc, je me présente un peu, comme Marc-Antoine disait, je vais faire un petit peu la vidéo. De formation, je suis ingénieur. J'ai un diplôme en gestion, un diplôme de deuxième cycle en gestion que je suis en train de finir en maîtrise. Là, je vais faire une petite conversion de mon diplôme actuel en maîtrise. Je suis maman, les enfants sont là, maman militante. Vous connaissez un peu déjà. En ce moment, je siège au CA de Fierté Montréal, ça fait 4 ans. J'ai été aussi au CA de l'Association des transsexuels du Québec, qui s'appelle maintenant Aide aux transsexuels du Québec, pendant 2 ans et quelques, presque 2 ans et demi. Puis c'est ça, donc maintenant je suis à Fierté Montréal, c'est ma 4e année, c'est mon 4e prêt cet été. Puis comme dans la vie, je suis formatrice, je suis enseignante aussi à l'université. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous parler, en fait, en premier, je vais vous proposer un modèle qui mesure la diversité dans un milieu de travail. C'est un modèle qui nous a été proposé par une dame qui s'appelle Karine Capri-Lancus. Vous pourrez trouver, d'ailleurs, je vais vous donner une adresse, un site web. Sur mon site web, j'ai créé une page pour la présentation d'aujourd'hui, avec des liens. Okay? Puis il y a des vidéos aussi, vous allez pouvoir regarder les vidéos. Après, je vais vous la donner l'adresse. C'est sur mon site web, comme on voit ici, là, mais il y a une page après. Je vais vous la donner à la fin. Vous allez pouvoir télécharger et regarder les vidéos. D'ailleurs, la présentation que je fais aujourd'hui se retrouve sur cette page-là, si vous la voulez aussi. Elle est libre de droit, vous pourrez l'utiliser si vous voulez. Donc, après ça, on va parler d'un outil de mesure. Donc, ce modèle-là se transforme en outil de mesure si on prend certains paramètres qu'on veut valider. Okay? Je vais vous présenter aussi certaines études qui montrent effectivement
comment c'est important d'avoir des milieux de travail ouverts à la diversité sexuelle. Ensuite de ça, comme je vous ai dit tantôt, je vais vous parler des dossiers trans, parce que souvent, et dans beaucoup de cas, les dossiers LGB sont beaucoup plus en avance que les dossiers T. OK? Fait qu'on va expliquer un peu c'est quoi les différences. Évidemment, quand on parle d'un dossier T dans le milieu de travail, on parle d'un changement de nom légal, on parle de l'ordre des professions, on parle de beaucoup de choses qui ne sont pas reliées à seulement l'inclusion de l'orientation sexuelle. Il y a des aspects légaux qui rentrent en ligne de compte un peu plus profondément. Okay? Puis à la fin, on va s'entamer, peut-être s'il nous reste un peu de temps, une petite discussion. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous faites, vous autres, dans vos entreprises? C'est quoi vos clés? Puis peut-être en proposer, puis faire un échange, un partage ensemble. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Okay? Alors, on va y aller, on va commencer. Le fameux modèle que je vous propose, là, qui a été mis de l'avant en fait par cette dame, Dame Lundquist, c'est dans 4 étapes. La première étape, c'est vraiment la sensibilisation. Okay? Je pense que tout le monde ici, si vous êtes ici déjà, vous êtes sensibilisé à c'est quoi les enjeux LGBT dans le milieu de travail. Sinon, vous ne seriez même pas ici dans la salle. Okay? premier niveau. Deuxième niveau, l'équité. L'équité, ce que c'est, c'est vraiment d'être juste, équitable, d'avoir des politiques en place qui vont faire en sorte que tout le monde va avoir à peu près les mêmes droits. Okay? On ne parle pas d'inclusion encore, c'est plutôt les règles. Okay? On va parler des règlements qui sont en place. Troisième niveau, l'inclusion. Bien, à ce moment-là, on va parler plus de comment les gens ils se sentent au travail, le climat de travail. Il est comment? Okay? Dans les faits, est-ce que oui, il y a des règles en place, mais est-ce que ça se transpose dans les actions des gens, puis comment les gens font souvent des blagues, là, on entend des blagues homophobes. Là. Bon, bien, est-ce qu'il y en a dans le milieu de travail ou est-ce que... Et le dernier, c'est un effet de levier. Okay? Ce que ça veut dire, c'est qu'une fois qu'on a réussi à atteindre ces 3 étapes-là ici, la dernière étape, c'est un peu comme est-ce qu'on a réussi plus à satisfaire nos clients grâce à notre inclusion pour nos employés? Est-ce que ça projette une belle image de notre entreprise à l'extérieur? Donc, est-ce qu'on est meilleur finalement parce qu'on est plus inclusif? OK, donc, dans les 4, j'ai inscrit une question ici. Donc, c'est est-ce que les gens comprennent le sens de diversité au sein de votre organisation? Donc, c'est vraiment, c'est quoi que ça veut dire diversité? On pense-tu juste multiculturaliste quand on pense de diversité? Beaucoup de gens, ils vont dire ça. Là. Diversité, ah oui, multiculturel. C'est ça, tout de suite, là, il y a une égalité qui se fait. Mais, premier niveau, dans l'entreprise, il faut que les gens comprennent le sens réel de la diversité. Tantôt, j'ai parlé de biodiversité, là. Il faudrait que ça tende vers ça un peu plus que juste multiculturel. Okay? Au niveau de l'équité, est-ce que vos systèmes et vos processus sont équitables pour tous? Okay? On va parler d'assurance collective, on va parler des inscriptions à un colloque comme aujourd'hui. Est-ce que dans les formulaires d'inscription, il fallait absolument écrire homme ou femme? Est-ce que c'était obligé de l'écrire, par exemple? Tu sais, c'est des choses comme ça, les formulaires, les systèmes en place. L'inclusion, c'est vraiment la perception des gens. Comment eux autres, ils se sentent? Okay? Par rapport au degré d'inclusion, on applique des règles, mais est-ce que vraiment elles sont mises en force, ces règles-là? Okay? C'est le climat. Et le dernier, comme je vous disais tantôt, c'est est-ce que ça nous aide à réaliser notre vision d'entreprise? Soit d'organisme aussi, ça peut être un organisme comme la Chambre de commerce. C'est quoi la vision de l'organisme? Est-ce que notre programme d'inclusion, nos règles en place, nous aident à atteindre un peu plus notre vision? Okay? Donc, vous comprenez que plus on avance là-dedans, plus on réussit notre inclusion de la diversité. À ce modèle-là, de 4 niveaux, j'aimerais ça le remettre en perspective un petit peu parce que, bon, depuis tantôt, je vous parle dans votre organisation. Okay? Mais votre organisation, votre compagnie ou votre BNL, peu importe, elle opère dans un certain contexte, un contexte légal et un contexte social. Okay? Donc, la même compagnie, surtout pour les multinationales, la même compagnie, je prends un Ubisoft par exemple, okay? Ils sont dans un contexte ici au Québec puis en France, par exemple. En France, les lois viennent de changer. Mais l'acceptation sociale n'est peut-être pas rendue aussi loin qu'ici au Québec. Fait qu'évidemment, la même entreprise va devoir opérer de façon différente dans 2 contextes différents. Ça, c'est tout à fait normal pour les entreprises, les multinationales. Donc, à ce modèle-là, les 4 niveaux, je vais en rajouter 2, puis j'ai changé un peu le modèle là, pour un peu à la Maslow, la fameuse pyramide des besoins de base. En fait, on a ici les 4 niveaux, la sensibilisation, okay, la
prise de conscience, les règles, les politiques d'entreprise, le climat de travail, comment les gens y sentent, et l'effet de vie qui est là. Donc, les 4 niveaux sont encore ici. Mais j'en ai rajouté 2 en bas, les lois et les chartes du pays dans lequel cette entreprise-là ou cette organisation-là opère. Et le degré d'acceptation sociale. Okay? C'est sûr que pour une entreprise, avoir un climat ouvert, ça va être difficile s'il n'y a pas d'acceptation sociale. Okay? Ça va être un petit peu plus difficile pour l'entreprise, elle va devoir mettre des efforts plus grands pour avoir le même degré, le même climat de travail dans un pays, ou encore, si c'est criminel, il y a des pays dans le monde que c'est encore la peine de mort d'être homosexuel. Si votre entreprise a des bureaux là-bas, ça va être difficile pour vous d'aller travailler là-bas. Là. Vous êtes criminel dans ce pays-là. Okay? Fait que les lois, ils sont obligés de les respecter, les entreprises. Okay? Malheureusement, je ne dis pas que c'est une bonne chose, soyons clairs, là. On va le voir derrière la carte tout de suite après. OK, fait que je rajoute 2 niveaux en bas. Puis regardez, c'est caché en du logo, là, mais c'est plus les aspects sociaux, puis ça, c'est plus à l'intérieur de votre organisation. J'ai marqué entreprise, j'aurais dû écrire organisation. Chez nous, comment ça se passe? Ben, chez nous, les lois, c'est bon. Peut-être pas complètement au niveau des dossiers de trans. Il y a encore des choses qui sont à changer au niveau des lois. D'ailleurs, avec l'ancien gouvernement au Québec, le projet de loi 35 pour les trans, que bon, finalement, ça n'a pas fonctionné avec les élections. Acceptation sociale, on va en parler un peu tantôt, mais c'est pas pire ici au Québec. On est un pays pas mal en avance. Au Québec, on est un pays, je veux dire. On est dans un pays. Ben, en fait, les lois sont canadiennes au niveau criminel, elles sont civiles au niveau du Québec, donc sans vouloir dire que je suis séparé. Chez nous, disons ça comme ça. Sensibilisation aussi, la plupart des entreprises sont pas mal sensibles à l'inclusion de la diversité. On va le voir un peu plus tard dans les études que dans le Fortune 500, il y a 91% des entreprises qui ont des politiques qui sont déjà qui protègent l'orientation sexuelle. C'est quand même très bon. Donc, même au niveau des politiques, on est pas mal avancé. Bon, après ça, je ne suis pas sûr, là, ça varie d'une compagnie à l'autre. Je dirais qu'au Québec, là, on n'est pas partout à 100%, là, mais on est pas bien, on est bien en route. Okay? Donc, parlons-en des lois un peu. Là. Au Canada, on a bon, la Constitution, comme vous le savez, qui différencie les responsabilités provinciales et fédérales. Okay? Donc, évidemment, ça fait en sorte qu'on a une Charte canadienne des droits et libertés et le Code criminel du Canada en découle. Et il doit respecter cette charte-là. Okay? Et au Québec, on a la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec. Okay? C'est les lois en place, là, les grandes. Et il y a plein d'autres règlements et d'autres lois qui découlent de tout ça. J'aimerais ça vous lire un petit extrait de la Charte canadienne des droits et libertés. En fait, je pense que vous le connaissez potentiellement tous, mais c'est quelque chose que j'en suis bien fier. Honnêtement, je suis fier de ça. Puis, quand on va à l'international, dans les événements LGBT, c'est beaucoup à cause de ça qu'on est vu si comme un pays très ouvert, très accueillant ici au Canada, et encore probablement en plus encore à Montréal. Donc, toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence. Donc, distinction, exclusion ou préférence, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse. En passant, j'arrête ici, le sexe. Ce n'est pas que homme-femme. Okay? Il y a eu un jugement qui dit que l'identité de genre est inclue dans la mention sexe dans la Charte québécoise, okay? Pas dans la Charte canadienne. C'est un jugement de la Cour du Québec. Je n'ai pas la date par cœur, on va le voir tantôt sur la l'identité de genre ou l'expression de genre? C'est écrit l'identité, je crois. Je ne m'en rappelle pas par cœur, là, mais je ne pense pas que c'est l'expression. Okay. Mais ça serait. En fait, dans le guide ici, j'en parle à la fin plus. Là. Dans le guide ici, c'est écrit même l'expression. En fait, souvent, c'est la cause de harcèlement. C'est l'expression de l'identité. C'est la cause souvent. Ben oui, souvent, c'est souvent ça le problème, le nœud du problème. En fait, ça vient de l'expression. Conforme aux stéréotypes sociaux de sexe. Ça va être trans, gay, straight, puis toutes les races que tu voudras, tu ne dérangeras pas personne. Maintenant, je continue. Sexe, grossesse, l'orientation sexuelle. Donc, on en a 2 ici. On a le LGBT, là, c'est là. L'état civil, l'âge, sauf dans le cas des mesures prévues par la loi pour les mineurs. La religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap, l'utilisation d'un moyen pour pallier à ce handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. Ça, là, tout ce qui se passe au gouvernement dans le pays, ça devrait respecter cette affaire-là. C'est pas mal en haut.
Ce n'est pas tout le temps le cas, mais ça tend vers. Okay? Donc, il y a un effort social qui est fait depuis plusieurs années pour tendre vers ça. C'est un objectif, ça. Justement, je pense que je l'ai pas mis, là. Non, je n'avais pas mis le jugement. Je le retrouve, je ne sais pas parfait. Donc, depuis 1969, au Canada, ce n'est plus criminel d'être homosexuel. C'est déjà pas pire. Belle avancée. Il reste encore plus que 7 pays, cinquantaine de pays, je ne me rappelle pas de chiffre par cœur, que c'est encore criminel. Donc 7 que c'est la peine de mort. La Charte des droits de la personne inclut l'orientation sexuelle depuis 1977. Depuis 1999, la loi pour les conjoints de même sexe a été changée, donc la reconnaissance pour un cas d'un décès, pour l'héritage et tout ça. Union civile, adoption couple de même sexe en 2002, le mariage en 2005, et depuis 2009, et ça, il n'y a pas beaucoup de place dans le monde, il y a une politique de lutte contre l'homophobie. Ça aussi, c'est un autre truc que je suis bien fier d'être québécoise pour ça. Bon, ailleurs dans le monde, on le regarde assez rapidement, là, vous voyez que c'est pas mal rouge au milieu. Nous autres, au Canada, on est dans des pays où on a de la, c'est en anglais, c'est recognition, donc de la reconnaissance. Ici, quand c'est rouge, ici, c'est de la persécution, reconnaissance et même de la protection. Okay? Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de loi. Si on regarde le centre de l'Afrique, ici, c'est un vert fort, là. En fait, il n'y a pas de loi en place. C'est tellement même pas considéré qu'ils n'ont même pas pris la peine de le mettre dans le code criminel. Okay? Ça veut dire que ça s'en vient probablement. C'est des pays en voie que ça devienne rouge. Ce pas des pays ouverts. C'est pas parce que c'est vert que c'est ouvert. Okay? Vous allez là-bas, vous allez vous faire tirer des roches. Okay? Je montre ça parce que si vous travaillez dans une entreprise qui a des opérations dans tous ces pays-là et qui a des fournisseurs, bon, ça fait c'est quelque chose. Si vous avez des fournisseurs, par exemple, en Inde, dans mon domaine, en ingénierie, en électronique, on a beaucoup de fournisseurs en Inde. Donc, évidemment, si j'ai un employé, moi je suis patron, puis j'ai un employé, puis je sais qu'il est trans ou qu'il est peu importe, puis au Canada, ça va super bien. Est-ce que c'est lui que je vais envoyer comme délégué que je vais envoyer en Inde comme délégué pour aller faire des travaux dans l'usine? Si son expression d'identité de genre est standard, risque d'être correct. Bien, comme moi, par exemple, là, si on tape Marie-Ève Baron sur Google, c'est pas mal écrit que je suis trans, puis que je suis lesbienne, puis que, tiens, là, c'est pas, je peux pas trop me cacher. J'aurais peut-être pas le goût d'aller travailler dans ces pays. Okay? C'est des choses à penser, les lois en place. Très important de penser aux lois. Malheureusement, elles ne sont pas toutes ouvertes comme ici. Bon, maintenant, l'autre degré de la pyramide, on monte un niveau. En ce moment, ça c'est un peu. J'ai pris deux images là, de deux choses qui me venaient, que je connais peut-être plus. J'ai été un peu au hasard cette semaine, il est sorti des choses. Ben, chez nous, on a, premièrement, on a une première ministre ontarienne qui est lesbienne. C'est déjà pas pire. Et un futur premier ministre, peut-être, c'est on jamais, qui est très, très ouvert et qui fait le défilé Toronto, Montréal, le 23, il fait tout. Okay? Fait que, déjà, c'est un signe qui démontre l'ouverture d'une nation. Okay? Fait au niveau de l'acceptation sociale, c'est des gestes concrets qui montrent et qui favorisent l'inclusion de la diversité sexuelle. On a une politique québécoise de lutte contre l'homophobie depuis 2009. Pas beaucoup de pays en ont. Okay? Et, si vous regardez, rappelez-vous de ça? Avez-vous vraiment ouvert des publicités à la télévision? C'est qui a payé ça? C'est pas un OBNL, c'est le gouvernement qui a payé ça. Il n'y a pas beaucoup de place dans le monde qu'il y a de la publicité à TV pour encourager l'homosexualité. Tu sais, je le mets carré. C'est bien dit, c'est ça. Mais c'est pas mal ça qu'ils ont fait. Êtes-vous vraiment ouvert? Ah, tu sais, ça venait mettre ça en perspective. En fait, ça vient travailler sur l'acceptation sociale. Les lois sont en place, peut-être pas toutes parfaites, il y a des choses qui évoluent encore. Mais ça travaille sur la deuxième seuil de la pyramide. Okay? Le deuxième palier. Bon. Il faut faire attention à une chose. Ah oui, puis celui-là ici en haut, c'est en France, c'est sorti cette semaine, ça vient toujours de sortir. Par contre, c'est un organisme okay, qui a été financé par le ministère de l'Intérieur français pour faire une campagne pour mettre l'homophobie à l'amende dans le milieu pour les policiers et les gendarmes, je crois. Policiers et gendarmes LGBT. Yes. J'essaie d'apprendre un peu la structure du gouvernement en France, comprendre nos discussions à la maison. OK, c'est bon ça? J'aimerais ça vous montrer. Ça, c'est les aspects positifs
de l'acceptation sociale. D'un autre côté, on a vu l'année passée un grand débat en France sur le mariage, pour le mariage pour tous, on appelait ça, c'est de respecter les mêmes. Puis on voit qu'il y a des groupes qui ont beaucoup été fortement contre cette loi-là, cette acceptation-là, même que le rapport de SOS Homophobie en France, qui vient juste de sortir, que vous pourrez télécharger sur mon site web d'ailleurs, rapporte qu'une hausse de 78% des rapports d'actes homophobes juste l'année passée. C'est énorme. Donc, le fait de travailler l'acceptation sociale crée de la résistance de l'autre côté et met ça de l'avant. Okay? Donc, il faut faire attention quand on travaille dans le social. On n'a pas mettre une loi en place. Pensez-vous vraiment que les gens ont tout d'un coup, sont super ouverts en France? Ben non, ça ne marche pas comme ça. C'est bien plus long que ça. Ça prend des générations. C'est très long changer l'idéologie d'une société. Beaucoup d'efforts, des publicités à TV. Ça marche. Ça peut aider. Bon. Maintenant, j'aimerais ça vous parler, là on ressort un peu du LGBT, j'en reviens dans la diversité un peu plus au sens général. Bon, j'ai mis une règle ici, c'est pour mesurer. On parle d'outil. C'est un outil de mesure. C'est toujours la même dame, Kathleen Lundquist, je pense, qui a, ah oui, j'ai son nom ici, Lundquist, qui propose ce processus-là en 4 étapes. Donc, toujours au premier seuil, la prise de conscience, on va parler des métriques, des choses qu'on veut regarder. À quel moment de la mesure de la diversité, on va être capable de s'auto-proclamer ou s'auto-mesurer, je dirais. Okay? C'est self-assessment. Parce que c'est important d'être capable de dire, regarde, on part de là, on est comme ça, on fait des efforts, puis ça nous a amené là. Très important parce que ces efforts-là, premièrement, c'est du temps, des efforts, de l'énergie, mais c'est souvent de l'argent. Et ça crée de la résistance, comme on l'a vu en Europe, okay? En France. Donc, c'est important de les mesurer. Où est-ce qu'on est rendu? Okay? Puis évidemment, vu qu'on parle de science, on ne parle pas de biodiversité, donc on ne fera pas un carré avec la petite corde à terre, mesurer le nombre d'êtres vivants, tout ça, on n'est pas là-dedans. On va prendre un sondage. On va faire un sondage chez nos employés ou chez nos partenaires, clients, dépendamment de quel endroit on est là-dedans. Okay? Donc, on va regarder un peu à chaque étape, c'est quoi les métriques, là, excusez pour l'anglicisme, mais qu'on veut regarder. Donc, à la première étape, je vais prendre de l'eau. Première étape, prise de conscience, on va regarder les données sur les perceptions de base. Donc, est-ce que quand on parle de diversité, le monde il pense biodiversité, il pense multiculturel ou il pense diversité sexuelle aussi? Okay? On regarde ça. Les données démographiques, c'est important de regarder c'est qui répond au sondage. Okay? Les hommes, les femmes, est-ce que vous êtes LGBT, premièrement? C'est une bonne question à poser. Est-ce que vous vous identifiez comme une personne membre de la diversité sexuelle ou pas? Ça va teinter un peu le résultat du sondage. Okay? C'est important aussi de regarder, si vous avez une grosse boîte, là, si vous êtes dans une grosse boîte, vous travaillez, mettons, vous êtes CRH, je pense plutôt côté ressources humaines dans une entreprise, et suivi des poursuites et des accusations. Quand il y a eu des cas d'harcèlement, les dossiers qui ont été ouverts au RH, là, les plaintes, comment ça s'est résolu? On regarde ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on en a des cas d'harcèlement ou est-ce qu'on n'en a pas? Dans les faits. Si on n'en a pas, est-ce que c'est parce que les gens ne portent pas plainte? Okay? On fait une petite analyse là-dessus. L'équité. Ben, l'équité, on a parlé un petit peu tantôt, on parle vraiment des processus, des systèmes en place. Donc, validation, justement, valider que ces processus-là et ces systèmes-là que nous avons pour nos employés sont équitables pour tout le monde. Dans le concept de diversité sexuelle toujours. Consolider les leçons apprises. Donc, quand on a réussi à résoudre certains cas, où on a regardé tel système, tel processus, ça n'a pas trop de bon sens. Consolider les leçons apprises, ça veut dire prendre des notes, écrire les choses, s'en rappeler, la mémoire organisationnelle, là, un peu ce que ça veut dire. Faire le suivi des plaintes ou des problèmes, j'ai mis problèmes, qui ont été résolus. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a résolu le problème? On a fermé votre dossier. Qu'est-ce qui est arrivé vraiment concrètement? Tu sais, par exemple, je donne un exemple comme ça. Quand on s'est fait agresser en France, ils ont classé l'affaire. Donc, il n'y a pas eu rien après. Okay? Donc, est-ce que ça a été vraiment puni? Non. Il y a eu du harcèlement, il y a eu de la violence. Est-ce que ça a été pris? Est-ce que ça a été réglé? Non, pas du tout. Okay? Il faut faire attention à l'intérieur de l'entreprise. Puis, la formation sur les politiques équitables en matière de diversité. Donc, offrir une formation aux employés et aux gestionnaires. L'inclusion. Bien là, évidemment, on parle plus du climat.
Donc, on va peut-être faire des focus groups, là, des groupes de discussion. On va faire des analyses de causes racines, très important. Nos fameux problèmes qu'on a, là, on va regarder pourquoi c'est arrivé. Pourquoi il y a eu un cas de harcèlement? Qu'est-ce qui s'est passé au fond? Là, on va parler juste pourquoi. Là, quand on fait une analyse de causes racines, on pose souvent la question des 5 pourquoi. Je ne sais pas si vous connaissez, là, mais. Ben oui, c'est ça. Donc pourquoi? Parce que nous autres, chez nous, les filles, on n'aime pas ça. Pourquoi? Ben parce que, bon, il y a une raison en arrière. OK, on a plus l'idée. C'est une bonne idée aussi, quand on arrive dans ce secteur-là, entre équité et inclusion, de s'allier d'un conseiller en gestion de la diversité. C'est une bonne idée, ça va amener un œil extérieur, parce que ça commence à être un peu plus difficile de mettre les choses en place, parce qu'une politique, c'est facile à mettre en place, on l'écrit, puis c'est fait. Mais quand on commence à parler de climat de travail, ben là, ça demande un petit peu plus de sensibilité. Évidemment, on pourrait aussi offrir aux gestionnaires une formation sur les compétences de développement des compétences de gestion. Bon. Le dernier, l'effet de levier, c'est la voix du client. Okay? Donc, on va vouloir savoir, selon eux, est-ce que c'est cool de travailler avec nous autres? Je dis cool, là. C'est quoi leur perception de travailler avec nous autres, comme fournisseurs, comme clients, comme partenaires d'affaires? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils sont fiers de dire, tu sais, par exemple, Marc-Antoine a dit tantôt, on a les gens de TD, on a les gens de Viaral. Ça veut dire que la Chambre de commerce est fière de s'allier avec ces partenaires-là. C'est ce que tu nous as dit au début. Okay? Donc, le fait que ces partenaires-là, ils sont ouverts, ça crée que les autres autour sont fiers de dire qu'ils travaillent avec eux autres. Donc, ça veut dire que TD et Viaral réussissent bien leur inclusion. Ils la projettent autour d'eux autres. Ils la diffusent dans le bravo. OK, c'est bon. Puis, on va aussi regarder, encore une fois, les données démographiques qui répondent à ce sondage-là. Okay? Puis, est-ce que la compagnie aussi encourage les OBNL qui travaillent dans le domaine LGBT, les dons finalement? OK, donc c'est un peu un outil de mesure. Et je vous en propose un qui a été développé par l'Université de Californie, qui est un sondage. Évidemment, c'est en anglais. C'est une référence que je vous propose. Vous pourrez, on ne la regardera pas tout en détail. Vous pourrez la télécharger sur le site. D'ailleurs, regardez ici, vous pouvez le prendre en note. C'est sur mon site web mariellebaron.com, diversité LGBT. Je vais l'en donner à la fin. D'ailleurs, il y a 2 sondages. Il y a celui-là, puis il y en a un autre qu'on va voir dans une des études que je vous propose justement là. On va regarder un petit peu les études qui sont parues récemment. J'ai pas d'études canadiennes. On a ici à notre gauche complètement le guide sur les droits des personnes face à l'homophobie en milieu de travail. C'est pas une étude qui présente des statistiques, c'est plutôt comment les compagnies devraient agir, puis comment les employés. C'est pas du harcèlement, ça définit les choses, ça donne un cadre clair. Okay? On va la regarder un petit peu, celle-là, j'ai pris quelques extraits, on va regarder tout à l'heure. Il y a aussi une étude qui est assez exhaustive, celle-là ici, qui est américaine, qui a été faite par Human Rights Campaign, qui est sortie en 2009, qui s'appelle Degrees of Equality. Dans cette étude-là, dans l'annexe, il y a un sondage aussi qui est disponible, qui lui mesure vraiment plus à l'effet de levier. Okay? C'est un sondage qu'on va diffuser pour le climat et l'effet de levier, okay? Pour les deux dernières étapes. Évidemment, il est en anglais aussi. Suite à cette étude-là qui est parue en 2009, il y en a une autre qui est parue en 2014, puis ça fait pas très longtemps, mais je n'ai pas la date exacte, qui est un peu comme la suite de cette étude-là, ici, de Degrees of Equality. Ça s'appelle The Cost of the Closet and the Reward of Inclusion. C'est assez clair comme titre. Combien ça coûte pas être ouvert, puis qu'est-ce que ça rapporte d'être inclusif? Hein, ça rapporte que la Chambre de commerce gay, quand elle tient un sommet, elle dit TD c'est cool, puis Viaral c'est cool. Par exemple, là, tu n'en mets d'autres, je ne vais pas m'oublier. J'ai dit Fairmount. Ben, c'est Fairmount. Ben, c'est ça que ça dit, en fait. Donc, est-ce que c'est cool? C'est ça que ça veut dire, ici. Je vais voir Reward avec Inclusion. On va voir plus de statistiques, c'est quoi que ça veut dire. C'est pas les récompenses. Le rapport de SOS homophobie, ici, que tantôt j'ai fait une référence sur le fameux 78% d'augmentation des rapports pas de crime nécessairement, mais de harcèlement. Et celui de la Chambre de commerce, c'est le lexique LGBT sur la diversité sexuelle et de genre en milieu de travail. C'est un document pas mal intéressant qui donne un langage commun.
OK? Donc, on regarde ça, puis même, honnêtement, ça peut même être un bon point de départ pour des réflexions sur vos politiques d'entreprise. Est-ce qu'elles sont équitables? OK? On va regarder plus spécifiquement celle-ci, puis celle-là ici qu'on a chez nous. Okay? Les autres sont toutes disponibles sur le site web, vous pouvez les télécharger si vous voulez. Donc, regardons un peu là, certains chiffres qui sont somme toute assez parlants. Évidemment, c'est chez nos voisins américains, mais on n'est pas bien loin d'eux autres, puis peut-être un peu plus en avance, mais ça se ressemble beaucoup. Donc, premier chiffre que je veux vous parler, c'est le fameux 35% des employés LGBT qui sentent qu'ils doivent mentir à propos de leur vie personnelle, se sentent obligés de mentir à propos de leur vie personnelle au travail. 35% se sentent obligés de mentir. C'est beaucoup quand même. Plus que le tiers. Ça, c'est aux États-Unis, évidemment. N'oubliez pas ça. Peut-être qu'au Canada, c'est un peu moins. Okay? Dans l'étude, Marie-Ève, est-ce qu'il faisait un lien par rapport à l'ancien pourcentage? Parce que moi, j'avais toujours en tête que c'était plus autour de 50% qui devaient comme se cacher un peu leur... Ouais, bon, on va avancer dedans parce qu'en fait, il y a plusieurs catégories. Okay. Ce 35-là, c'est une des catégories. Ça, c'est comme le chiffre qu'ils mettent. Ben, tu le vois, ils l'ont mis dans le haut d'une page en haut. Là. Fait qu'on va avancer un peu. Mais là, c'est clair, c'est mentir. C'est qu'ils doivent mentir. Se sentent obligés de mentir. Donc, c'est quand même assez fort. Oh, ouais. Puis, n'oublie pas aussi que c'est aux États-Unis. Ouais. Ben, c'est celle qui est parue la semaine dernière, quelque chose comme ça fait vraiment pas longtemps qu'elle est sortie celle-là. Regarde, justement, tu parlais de d'autres chiffres. Dans le Fortune 500, là, je parle des politiques, les politiques d'entreprise. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très mesurable. Okay? Le premier, le 35%, c'est de la perception. Les gens se sentent obligés de mentir. Là, ici, on les a comptés. Il y en a 61% précisément des 500 en 2002, c'est en 2002, que leur politique d'entreprise était inclusive face à l'orientation sexuelle. Okay? Et ça, c'est pas beaucoup. Je sais que ça, c'est drôle, j'ai mis du highlighter, mais c'est devenu plus pâle. Ça n'a pas mis en lumière. C'est 3% pour l'identité de genre en 2002, ce qui est très peu. OK? Puis en 2014, on est passé de 2002 à 61% à 91%, très élevé quand même, là. On est presque, on approche du 100%. Et au niveau de l'identité de genre, une explosion. Très contente de ça. 61% des entreprises ont des politiques inclusives face à l'identité de genre. Okay? Bon, c'est pas encore énorme, parce qu'il manque encore un bon 40%. Ça, c'est les grandes entreprises. Toutes les plus petites, là, bon, évidemment, elles vont suivre l'exemple des grandes. Ils n'ont pas le choix, ils se le font imposer. Mais il y a eu un bond extraordinaire ici. Puis c'est intéressant de voir aussi qu'il y a eu un bond, ça a augmenté. Mais regardez, 61, 88, 88, 91. Depuis 2008, 3%. Pas beaucoup, ça. Donc, ça augmente très lentement. Mais on va voir, juste à la prochaine étape aussi, par rapport à 2008, 2009, c'est presque le même chiffre, que oui, il y a une augmentation, mais est-ce que dans les faits, ça a vraiment un impact sur le climat? Parce que ça, ici, là, on parle des politiques en place. Est-ce que les politiques, est-ce que les lois, ça, c'est un règlement d'entreprise. Est-ce que ça a réellement un impact sur le climat, en fait? On se rend compte qu'entre 2009 et 2013, il n'y a pas eu un si gros impact que ça sur le climat. Parce que ça ici, ça représente que, est-ce que les employés, mettons les gens LGBT, ok, moi je suis employé LGBT, est-ce que j'ai l'impression que mon patron, il utiliserait les politiques de non-discrimination s'il y en avait besoin? Aucun changement. Fait que ça, c'est pas si grave que ça. Donc, oui, il y a plus de politiques en place, ce qui est une bonne chose. Il y a des règles. Mais est-ce qu'on a l'impression que les gens vont les utiliser pour nous défendre? Pas tant que ça. Okay? Donc, au niveau du climat, là, c'est difficile d'y aller dans ça. Donc, on voit qu'on avance avec les années. On voit vraiment une progression sociale, en tout cas au Québec et en Amérique du Nord, évidemment. On voit qu'il y a beaucoup de travail à faire. Bon, ça, ici, tu vois, c'est un peu la dent de famille 35%. Là. Ça vient tout à ça. C'était dans une autre semaine, je pense. Bref. Dans celle-là, ici, on voit. Ah, c'est encore 50%. 53%. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais beaucoup n'en parlent pas. T'sais, ils vont juste dire, je dis rien. Mais
dans l'autre, le 35%, c'est un échantillon de ce 53%-là, qui en fait est le... C'était 39... Ouais. C'était pas celle-là, il y en a une autre, je m'en rappelle. Celle-là ici, ce que je veux vous dire, c'est que on voit ici trois catégories. En bleu, c'est au travail, en noir, c'est dans le milieu de la famille, et en rouge, c'est le milieu social et les amis. Okay? Donc, c'est trois secteurs de la vie d'un individu. Okay? Puis, on voit que, est-ce qu'ils sont plus ou moins ouverts? Dans le fond, les catégories, c'est not open to any, donc à personne, ouvert à quelques-uns, à peu près à la moitié, à presque tous, puis ouvert à tous. Okay? Puis, évidemment, les gens ont tendance à être plus ouverts dans le milieu social de leurs amis, un peu moins au niveau de la famille, puis encore moins au travail. Et donc, on voit clairement que dans les réseaux sociaux des individus, c'est plus difficile d'être ouvert au travail que dans n'importe quel autre. Donc, c'est le secteur qui reste le plus de travail à faire. Si on regarde plus précisément même, on voit que c'est aussi le seul secteur en bleu, c'est au travail, rappelez-vous, que c'est le seul secteur qui a encore plus de gens qui se cachent que de gens qui sont ouverts. Parce que dans tous les autres secteurs, il y a plus de gens ouverts dans les milieux familiaux et dans les réseaux d'amis que de gens qui se cachent. Okay? Donc, ils mentent ou qui disent rien. Okay? Les gens qui n'en parlent pas. Donc, il reste beaucoup de travail à faire du côté du milieu du travail. Pourquoi les gens ils se cachent? Pourquoi ils disent rien? C'est quoi leur raison? C'est important de comprendre pourquoi. Tu sais, tantôt, je vous disais les root cause analysis. Ben, c'est important de comprendre pourquoi. Bon, c'est blanc sur bleu pâle. Je vais les lire. 64% ils disent, celle-là est pas mal forte quand même. 64% disent que c'est pas de leurs affaires. Ils n'ont pas d'affaires à savoir ça. C'est pas de vos affaires. On n'en parle pas. Puis c'est intéressant parce qu'on voit dans l'étude statistique que le coefficient de corrélation, le fameux R carré, 10 minutes, le fameux R carré est très élevé par rapport aux endroits où il y a des harcèlements et des blagues homophobes. Okay? Donc, les gens ils disent « Ah, c'est pas de leurs affaires ». Mais étrangement, ces gens-là qui disent « c'est pas de leurs affaires », c'est les mêmes personnes qui travaillent dans des milieux où il y a beaucoup d'harcèlement et beaucoup de blagues homophobes. Fait que c'est étrange de voir « Ah, c'est pas de leurs affaires », ouais, t'as peu. Pourquoi c'est pas de leurs affaires? 38%, c'est beaucoup aussi, 38% disent que ça va mettre les gens mal à l'aise. Et ils ont raison de croire ça. Puis le troisième, c'est qu'ils ont peur de perdre des relations. C'est telle personne, là, c'est mon patron, il pourrait me donner de l'avancement, mais je ne vais pas y dire. Si on ne sait jamais, ça pourrait le déranger. Donc ça ici, c'est bon, c'est pas. Il y a 81% des employés qui sont non LGBT qui croient que les LGBT ne devraient pas avoir à se cacher. 81%. Mais il y en a moins que la moitié qui se sentiraient à l'aise si un employé LGBT parlait de sa vie personnelle. Donc, les gens disent « Moi, les gays, pas de problème avec ça, mais surtout pas mon fils. » OK? Pas dans ma cour. Dis-nous pas ce que tu fais. Un peu. OK? Essentiellement, c'est ça que ça dit. Okay? Ces chiffres qui sont là. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais... OK? Enfin, c'est... comment ils disent en anglais? Runs de... Tes bottines, tu ne fais pas tes badines. Là. Bon, celle-là, je la passe rapidement. 62% des gens entendent des blagues sur les lesbiennes ou les gays, 43% sur les bisexuels, 40% sur les trans. Bon, celle-là ici, c'est important parce que c'est quoi l'impact sur l'entreprise? OK? En fait, si on regarde, je vais vous montrer seulement les grandes lignes, là. 35% qui ont menti à propos de leur personnel, 30% se sentent distraits de leur travail, il y en a 2% qui cherchent un autre travail, un employé sur 5 dans les LGBT qui cherche un autre job. C'est beaucoup. Puis même, on va le voir à la prochaine slide, qu'il y a de ce 22%-là, il y en a 9% qui s'en vont. Un employé sur 10 dans vos employés LGBT va s'en aller de chez vous si vous n'êtes pas un milieu ouvert. Contre 26% qui vont rester si vous êtes un milieu ouvert. Ça veut dire quoi ça exactement? Ça veut dire que c'est 2 fois et demi à peu près plus payant d'être ouvert que d'être fermé.
Ça a deux fois plus d'impact d'avoir un milieu inclusif que d'avoir un milieu qui n'est pas inclusif. Ça vaut la peine. 26 de rétention pour 9 de perte d'emploi, c'est épouvantable. Le jeu en vaut la chandelle. Je veux juste vous lire quelques petits extraits du guide, le fameux guide, là, celui que j'ai ici, que j'ai imprimé en première page. Là. Encore une fois, vous pouvez le télécharger. C'est sur le site de la CCJQ aussi. Je l'ai mis sur le mien, vu que c'était dans j'en parlais aujourd'hui. Une belle définition ici de qu'est-ce que l'homophobie. Ça désigne les attitudes négatives pouvant mener au rejet, à la discrimination directe ou indirecte envers les personnes LGBT. Bon. C'est-à-dire les personnes gays, lesbiennes et trans. Et ce petit bout-là, je l'adore. Ou à l'égard de toute personne dont l'apparence ou le comportement ne se conforme pas aux stéréotypes de la masculinité et de la féminité. Hey, on est dans le culturel, s'il vous plaît. Là. Oui? Juste le nom de ton guide. Ah, c'est guide sur les droits des personnes face à l'homophobie en milieu de travail. Merci. Donc, on est dans le culturel. Tantôt, là, quand on était sur la carte du monde entier, les multinationales, là, on est loin de ça dans ben des pays. Pas beaucoup de place dans le monde là, qui vont commencer à parler de comportement ou d'apparence, des stéréotypes sur la masculinité et la féminité. On est pas mal en avance là-dessus. Bon, en fait, les employés au Québec, puis au Canada aussi, c'est un droit d'avoir un milieu de travail sain et exempt d'homophobie. Les employés ont le droit. Okay, même si c'est assez fort, il faut juste dire, on va avoir un climat inclusif. Non, non, c'est un droit. Et évidemment aussi, l'employeur, c'est une obligation pour l'employeur de prévenir la discrimination et le harcèlement. Dans le guide, il y a deux paragraphes sur justement qu'est-ce que c'est la discrimination, qu'est-ce que le harcèlement. Il y a des références aussi que je ne passerai pas, là, ça parle aussi des références au niveau de la communauté LGBT et aussi au niveau des tribunaux au Québec. Bon. Je vais vous parler un peu des dossiers trans parce que dans la vie, effectivement, il y a des personnes trans. Quand vous en avez dans votre travail, je ne sais pas s'il y a des conseillers en ressources humaines dans la salle, mais si jamais ça vous arrivait d'avoir la possibilité de travailler sur un dossier trans, faites-le. Ça va être gratifiant, c'est une super gestion du changement, ça va apprendre beaucoup, puis c'est très enrichissant, puis faites-le de façon positive, ça va sûrement aider cet employé-là énormément, et même l'entreprise. Bon, il y a deux aspects là, dans les dossiers trans, des aspects légaux, là, on parle d'identité, des courriels, les cartes d'affaires, les noms d'usagers qui se connectent, les collectifs d'assurance, l'ordre des professions, on parle de la fiscalité, on retient sur les payes, tout ça, il y a tous des aspects de changement de nom là-dessus. Là. Il faut tenir compte de ça. Emploi Québec, aussi, c'est important, si vous avez des subventions, des choses comme ça, c'est important de regarder de ce côté. Okay, donc, les aspects légaux, les aspects humains, gestion du changement, tolérance, ouverture, les relations de travail internes, donc avec les collègues directs, les relations de travail externes. Si c'est un gros vendeur qui fait une transition, on ne peut pas gérer ça tout à fait de la même façon. Okay? Relations de travail externes avec les clients, les fournisseurs, même chose. Les relations à distance. Si c'est un patron qui a des employés ou encore qui a des patrons à distance, les relations humaines, une personne en transition, quand on ne la voit pas en face, c'est pas mal plus difficile à supporter. Okay? Les relations à distance, ça ne se gère pas du tout de la même façon dans le cas d'une personne qui fait un employé qui transitionne. Ça se peut aussi que, par exemple, si vous avez un employé qui travaille dans une usine en Inde, je reprends mon exemple tantôt, ça se peut que si cette personne-là vous annonce qu'elle veut faire une transition, que ce ne soit peut-être pas le bon poste. OK? Ça se peut que ce soit une bonne idée de changer de poste. Ça pourrait être une bonne idée. Okay? Et les entreprises doivent être accommodantes face à ça, autant que possible. Un peu comme pour un handicap. Okay? Les entreprises doivent essayer d'accommoder le plus possible l'employé. Une question. Oui? La scène qui s'est passée. Comment ça se passe dans le concret, dans le travail, la relation externe, comme par exemple l'étudiant, est-ce que c'est concret, c'est le patron qui va appeler les clients pour dire mon employé s'apprête à changer de sexe? Les dossiers trans, pour répondre à ta question, je ne peux pas répondre, premièrement, parce qu'il n'y en a pas deux pareils. Okay? Il y en a qui vont changer de job. J'ai une amie, par exemple, elle a pris 1 an de congé face à la transition, puis elle revenait au travail. Parce qu'elle est en relation avec le public. Puis en plus, elle est dans un endroit, dans son travail, c'est très important, la masculinité et la féminité. Elle est agente de bord dans un avion.
Donc, les hôtesses, c'est des hôtesses, puis les autres, c'est des autres. Il n'y a pas de transition là-dedans dans l'image corporative. Cette personne-là, elle dit, OK, moi, je suis d'accord que vous avez ce besoin-là, monsieur l'employeur, moi j'ai tel besoin, on s'entend, puis il y a une conclusion. OK? Fait que, mais dans un autre cas, prends Michel Blanc, relation avec les clients, elle est à tout le monde, d'un coup. Fait que, deux stratégies opposées. Une, c'est retrait, l'autre, c'est ouverture, transparence. Puis c'est bon dans les deux cas. Ce qui est important, c'est que tout le monde soit d'accord que c'est la bonne façon de procéder. Ça, c'est la clé. Okay? En fait, moi, ce que je me posais comme question, c'est parce que je me dis, mettons, moi, j'ai un employé trans, puis ça prête à faire cette transition. Comment j'aborde ça? Est-ce que je demande, c'est quoi que je demanderais à mon client? Je demanderais-tu s'il est à l'aise ou pas à l'aise avec ça? Ça se peut que tu perdes des clients. Si tu décides, ça, je vais y arriver, ben, en tout cas, je vais aller un peu plus vite, mais si l'entreprise choisit, et c'est la même chose avec BRI, puis Fairmont, puis TD. OK, eux autres, ils vont choisir de garder un milieu ouvert. OK? Ils se tiennent solides. Ils disent, moi, cet employé-là qui fait une transition, ça va être votre représentant. Si le client n'est pas d'accord, il s'en aille. Il s'en aille. Michel Blanc a perdu plein de clients, mais étrangement, elle en a gagné plein d'autres. Puis elle le dit elle-même, ses affaires vont mieux depuis sa transition. Fait que ça a été un bon coup. Fait que si l'entreprise décide de faire la même stratégie, dire, hey, cet employé-là, moi je la supporte. T'es pas content, va-t'en. Si l'entreprise décide de faire ça, elle va recevoir des félicitations et probablement un plus grand volume d'affaires. C'est talent quand même. C'est puissant la transparence. Puis quand tu t'affirmes solidement, moi j'allais faire la transition, puis plus souvent qu'autrement, après des annonces publiques à l'interne, dans l'entreprise, je recevais des félicitations. Il n'y a pas des gens, oui, il y en a certains qui se sont tassés, mais ils ne me l'ont pas dit en pleine face. Okay? Fait que si l'entreprise est en arrière de cet employé-là, ben, elle reçoit des félicitations aussi. Placez-vous là, comme employeur. Placez-vous à cet endroit-là. À l'endroit où vous allez être félicité, pas à l'endroit où vous allez être pointé du doigt. Okay? C'est stratégique, par contre. Il faut choisir avec l'employé. Il y a des employés et des personnes trans qui ne voudront pas être de l'avant pendant une transition. Il y en a qui vont choisir d'être en retrait parce qu'ils ne veulent pas le faire en public parce que c'est une cause d'anxiété pour eux autres. OK? Ça dépend des personnes, ça dépend des compagnies. C'est tout du cas par cas. Mais c'est important d'en discuter, puis je vous dis, ça peut être une bonne stratégie. Question peut-être un peu plus technique, pratique, qui pourrait peut-être permettre à Guillaume, si jamais il y a un cas de... mettons, une entreprise qui est face à un dossier comme celui-là, est-ce qu'il existe, par exemple, des consultants qui peuvent accompagner l'entreprise et ses gestionnaires? Non. Moi, j'en ai déjà fait quelques-uns. Puis d'autres personnes que je connais peuvent en faire aussi. Essentiellement, c'est des psychologues. Beaucoup des psychologues le font, ou des gens qui ont passé à travers des contextes. Moi, je l'ai fait dans des contextes professionnels parce que je suis ingénieur, donc je vais le faire avec l'ordre des professions, avec l'ordre des ingénieurs, finalement. Ça n'a pas été compliqué du tout, finalement, là, mais j'avais hâte que ça serait un changement de nom. Trouver quelqu'un pour venir aider, puis aider à justement passer à travers ça. Ça peut être plus... Oui. La réponse est oui. C'est une très, très bonne idée de s'en prendre. Parce que là, je vous donne un conseil comme ça. Là. Mais bien des entreprises, quand ça arrive, là, tu sais, je veux dire, moi, quand je l'ai fait, par exemple, un dossier que j'ai accompagné, c'était à la STM. Je disais, les gens au RH, là-bas, je suis quelqu'un qui fait qu'est-ce que je fais? Comment qu'on gère ça? Ben, on va en discuter, hein, on va s'entendre. Qu'est-ce qui est possible de faire? Puis, OK? Fait que c'est vraiment du cas par cas. Puis, il faut tenir compte des besoins des deux côtés. Mais il y a des lois en place que les entreprises sont obligées de respecter. Et évidemment, on essaie d'aider les gens le plus possible là-dedans. Mais des fois, c'est compliqué aussi. Ça se peut. Tu sais, par exemple, mettons, là, j'avais une job, c'est la construction, moi, mettons. Sa construction, bien, il y en a des filles qui continuent, hein. Mais moi, je suis moins forte qu'avant. Avant, je faisais des travaux chez nous, je prenais 2 feuilles de J-Proc, je les levais, je les rentrais. Aujourd'hui, j'enlève le petit papier à chaque bout, puis j'en rentre une à la fois. Parce que j'ai perdu de la force physique. C'est hormonal. Okay? Donc, ça se peut que j'ai décidé de changer de job. Ça se pourrait. D'ailleurs, on le voit énormément, le taux de scolarité des personnes post-transition est pas mal plus élevé que pré-transition. Il y a beaucoup de changements de carrière, des retours aux études, énormément. C'est un gros changement dans la vie de quelqu'un. Beaucoup de gens changent de job. Il y en a plein. Il ne faut pas s'en cacher, mais si, je pense à mon ami Daniel, par exemple, qui est école bleue à Ville de Montréal, il est resté dans sa job parce que, bon, l'ancienneté et tout,
c'est pas évident là-bas. Là. Les jobs de filles, là, c'est l'horticulture. Les jobs de gars, c'est la voirie et l'aqueduc. Fait qu'il est passé des jobs d'horticulture aux jobs d'aqueduc et d'asphalte. Bon, les muscles qui vont avec, là, la testostérone, ça a marché. mais il a changé là-dedans. Là. Puis encore aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'il a fait cette transition, mon ami Daniel, puis il se fait encore. Hey, tasse-toi de là, petite fille, tu sais. Puis moi, j'aurais pas envie de le tasser de là, mais tu sais, c'est des choses comme ça qui arrivent dans la vie. Puis, juste un processus de changement de nom, ça ressemble à ça au Québec. Ça, là, c'est toutes les procédures. Je sais que c'est écrit tout petit. C'est toutes les étapes. Le gouvernement, ce côté-ci, puis ça, c'est les personnes trans. Ça, c'est juste pour avoir le certificat de changement de nom à la fin. Après ça, tu as tous tes changements à faire dans toutes les institutions, la SAC, la RAMQ, bon, tous les autres endroits. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de changer de nom. En tout cas, c'est pas changer d'adresse, c'est déjà compliqué. Changer de nom, là, c'est du sport. Tous vos courriels, tous vos logins sur Internet, tout y passe. C'est bien drôle. Essentiellement, changer de nom, ça prend, si vous faites ça vite, 1 an. Fait que vous avez un employé chez vous pendant 1 an, et d'ailleurs, c'est même obligé, hein? Pour le changement de sexe, il faut avoir vécu 1 an dans le sexe demandé. Mais tu n'as pas tes papiers. Donc, pendant 1 an, tu as un employé qui, s'il est membre de l'ordre des professions, qui doit signer un autre nom qui ne correspond pas à son identité. Ça demande un peu d'ouverture de la part de l'employeur. Okay? Obligé. Parce que les lois en place font en sorte que ça rend ça difficile pour les entreprises. C'est triste, mais évidemment aussi pour les personnes trans. OK? Fait que c'est le dernier sujet que je voulais vous amener. Bon, évidemment, par rapport au coming out, c'est ça que ta question, Guillaume, tu vas l'amener. C'est quoi les attitudes par rapport au coming out? Puis, dernière chose peut-être que je voudrais vous dire sur les personnes trans, les maudites toilettes, là. J'en ai tellement entendu des dossiers, des entreprises, à cause des autres. Ça, c'est là, on est dans les accommodements raisonnables. Okay? Parce que les autres employés ne veulent pas que le gars qui est devenu une fille rentre dans les toilettes des filles. Il ne va pas venir dans nos toilettes. Là, c'est moi qui les toilettes. Écoutez, c'est fou, là. J'ai une amie que je connais qui partait du 18e étage, descendant en bas, qui allait voir le gardien de sécurité demander la clé pour aller à la toilette des handicapés. Pour aller à la toilette des handicapés, ça a été ça l'accommodement raisonnable qu'ils ont trouvé, eux autres. Ça n'a pas de bon sens. OK? Ça peut être une solution temporaire à court terme, le temps que les gens s'habituent puis s'ajustent. Mais ce qu'il faut changer, ce n'est pas l'employé de l'envoyer aux toilettes pour ne pas déranger personne. C'est la culture, l'ouverture dans votre département. C'est ça qu'il faut changer. Et d'avoir l'attitude. Coming out égale félicitations, supporter, faites-le voir. On est solide, on est visionnaire, on supporte, nous autres, on est LGBT friendly. T'es inclus. Donc, tu vas aux toilettes des filles. Pas compliqué, de toute façon, on s'entend dessus, là. Tu sais, ceux qui ont des enfants, là, changent des couches. C'est un petit gars, une petite fille, change de couche pareil. Tu sais, on est tous des êtres humains, puis on va tout aux toilettes. Fait que c'est pas plus grave que ça, faire pipi dans un. Tu sais, s'entends-tu qu'à la base, là, il va pas rentrer dans nos toilettes, ça c'est un petit peu de la folie à la limite. Ouais, mais tu te laves. C'est bien plus grave de ne pas se laver les mains. On est d'accord? Fait que les toilettes, là, et dans beaucoup d'entreprises, les vestiaires, mon ami Daniel qui est col bleu, là, les vestiaires à Ville, ça là, c'est quelque chose vraiment, c'est un point qui est tout le temps problématique dans toutes les entreprises. Et faites attention à ça. Des petites solutions pour les quelques semaines, les 2-3 semaines, mais mettez tout de suite, dès le départ, une date, dans 3 semaines, ou dans 1 mois, ou dans 2 mois, une date butoir. Cette personne-là aura le droit d'aller à la toilette qui correspond à son identité de genre. Point final. Il faut que ce soit dit comme ça. Dès le départ, d'entrée de jeu, lors du coming out à la limite. OK? Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Oui, vous aurez un temps d'adaptation. On respecte votre besoin de la courbe de gestion du changement. Mais sachez qu'à partir de telle date, ça va être les nouvelles politiques qui vont s'appliquer. Okay? Puis je parle des toilettes, là, puis ça s'applique pour toutes sortes de contextes d'entreprise. Okay? Je suis content d'entendre parce que dans le lexique, il y a les toilettes gender. Les toilettes à genre neutre. Ouais. Mon Dieu, ça existe vraiment ça? Mais... À Enterprise, on avait eu ça. Ouais. On avait une toilette ici en haut, dans le hall d'entrée, vous irez, c'est très beau.
Aux toilettes des filles, tu rentres. Je sais pas si c'est comme ça pour les gars, je sais pas t'es bon. Tu rentres, là, il y a le lavabo à droite. Chacune des toilettes, c'est comme en Europe, il y en a un peu plus, c'est fermé, complètement fermé, les murs jusqu'à terre. Puis, chez vous, avez-vous des toilettes pour les gars et pour les filles chez vous? Personne n'a ça. Il y a un restaurant ici, sur le Laurier, c'est une toilette pour faire pipi puis faire Ben, beaucoup dans les restaurants, c'est rendu la mode, c'est des toilettes mixtes. C'est plus les vestiaires qui posent un gros problème. Mais les toilettes aussi. C'est encore le cas aujourd'hui, en 2014. J'en vois des cas, j'entends toutes sortes d'histoires dans les personnes trans qui sont obligées d'aller loin pour aller aux toilettes. Fait que bref, sans vouloir aller plus loin, là, je voulais vous donner à la fin de la présentation comment ça se passait chez vous. Je vais juste conclure tout simplement. Une action que je vous propose dans vos entreprises, je parle pour ma paroisse, là, Fierté Montréal. Bon, premièrement, les dates cet été du 16 au 17 août à Montréal. C'est les dates de la Fierté. Beaucoup de monde seront du 11 au 17. Du 11 au 17. 16 et 17, c'est la journée comme et le défilé. Une action, je vais vous raconter juste rapido l'histoire de RBC, qui n'est pas, nous autres, on est commandités par TD, là, TD qui sont là très forts puis tout le temps présents dans le milieu LGBT. L'année passée, RBC ont décidé de créer des groupes pour participer dans les défilés au Canada. Puis pas juste à Montréal, là. Je l'ai vu à Ottawa, ils ont fait Toronto, Vancouver, ça pas vu partout, là. Puis il s'est créé une compétition interdépartementale entre les VP pour savoir combien de monde s'est inscrit de leur groupe à aller participer dans le défilé de la Gay Pride. Moi, là, si j'avais travaillé pour cette compagnie-là, j'aurais été fier en tabarnak. Écoute, c'est rendu qu'ils se compétitionnent, qu'ils se challengent. Et moi, j'en ai 25. Nous autres, on est rendu à 52. Ah ouais, tu sais, c'est qu'ils mettent des mains, là, même. C'est hot, là. Bon, c'est un... Oui. Moi, il est en arrière de moi. Moi, j'avais mon petit train qui était chez moi. Quand j'ai vu la gang arriver, là, il était, je sais pas nous autres, combien. on était 10. J'avais la secrétaire du président qui était avec nous. Puis c'est une bonne chose, malgré qu'il n'est plus président, mais bon. Elle n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas. Le président était là, puis moi, j'étais... La plupart étaient straight, hein? Flabbergasted, là. Moi, j'ai capoté de voir 200 personnes en arrière de moi. Je ne sais pas combien il était, mais en tout cas, il était au moins... Il était plus de 150. Il était en arrière de moi, puis... Vous saviez comment ça s'est passé l'année passée? C'est parti qu'un des employés des RBC, c'est un de nos amis, puis on l'a mis dans notre escouade d'accueil, puis c'est à ce moment-là qu'il y a eu la chapeau pour RBC, chapeau. Combien Amel avait qui a déjà fait un défilé? OK, ceux qui n'ont pas levé leurs mains, faites-le. C'est vraiment... Non, mais c'est génial. C'est en dedans, là... C'est quelque chose, la minute de silence, tu jettes. Concrètement, une action que je vous propose en 2014, cette année ou en 2015, créez-vous un groupe dans votre entreprise, OK, pour participer à Fierté Montréal ou à Fête Arc-en-Ciel si vous êtes de Québec. OK? Il n'y a pas de défi. Il y a pas de défi. Oui, c'est ça. Mais faites ça. Parce que ça, c'est une action évidente, visible, que les employés et les clients et les fournisseurs vont voir, qui démontre, hors de tout doute, que cette entreprise-là, votre entreprise, est ouverte. Puis en plus de ça, vous allez faire vivre un moment extraordinaire à vos employés qui vont s'inscrire. Puis en plus, vous financez un organisme qui a besoin d'argent. Mais c'est vrai que ça fait ça. Ceux qui l'ont fait un défilé déjà, vous savez, en dedans, on le vit, c'est extraordinaire à chaque fois. Fait que c'est une action concrète que les entreprises peuvent poser, que je vous suggère. Il y en a beaucoup d'autres qui ne font pas des défilés, qui ont des actions ouvertes. Fait que, bien, évidemment, on va couper un peu, mais donc, si vous avez des questions, je vous invite à prendre en note toujours cette adresse-là ici en bas. Si vous avez des questions, je pourrais vous aider à mon courriel sur le site et tout. Donc, c'est ce